Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un joyau culinaire ivoirien, l'attiéké. Né au cœur du sud de la Côte d'Ivoire, grâce au savoir-faire ancestral des Adjoukrous, ce plat est bien plus que simple mets. L'attiéké est une véritable fierté nationale. Considéré comme le meilleur plat des Ivoiriens et apprécié bien au-delà de nos frontières, en Europe, en Amérique et même en Asie. Pourtant, ce trésor de notre patrimoine gastronomique qui rythme le quotidien de nombreux Ivoiriens devient de plus en plus rare. Notre reportage se donne pour mission de comprendre les causes profondes de cette pénurie qui menace l'attiéké, afin de mieux préserver ce symbole de notre identité culinaire. Suivez-nous dans cette enquête qui mêle tradition, culture et enjeux contemporains. Vous avez pu remarquer l'engouement des gens à la consommation de l'attiéké. Mais il faut aller au plus profond de cette situation pour comprendre l'indisponibilité de l'attiéké sur le marché. Là, je me retrouve en plein cœur du commerce de l'attiéké. Et vous voyez bien, la maman est en train de vendre. Bonjour maman, on voit très bien que vous êtes là en pleine action en train de vendre l'attiéké. Vous êtes une mémé, vous êtes une maman. Vous aurez pu rester à la maison à faire de la cuisine ou à surveiller la maison, mais vous avez décidé de venir vendre l'attiéké. Ça montre bien que vous êtes déterminé à perdurer cette culture de l'attiéké. Et à cet effet, on a quelques questions à vous poser. Donc je voudrais savoir pourquoi est-ce que vous avez choisi l'attiéké comme activité principale? Au départ, je me suis lancée dans la vente de goyave et l'attiéké. Et au bout d'un moment, le goyave se faisait de plus en plus rare et j'ai abandonné puis continué la vente d'attiéké. Ok, merci maman. Et aussi, je veux savoir comment est-ce que vous faites pour vous approvisionner régulièrement l'attiéké malgré la pénurie sur le marché? Ça dépend des grossistes. Il y en a qui acceptent de donner l'attiéké à crédit, et quand on finit de vendre, on leur envoie leur argent. Par contre, il y en a qui ne sont pas honnêtes. Après la vente, elles refusent de payer le crédit. J'arrive à avoir de l'attiéké à revendre parce que je paye toujours mes crédits après la vente. Ok, merci maman. Mais est-ce que c'est toujours facile de trouver de l'attiéké pour la revente? Le problème c'est l'argent. Quand il y a de quoi pour en acheter, on peut en avoir pour la revente. Mais est-ce que vous avez remarqué une baisse de quantité ces derniers temps? Depuis un certain temps, il y a un souci de manioc, donc l'attiéké devient rare. Ce qui explique la baisse de la quantité. Avant, la boule de l'attiéké était bien plus grosse. Mais depuis le problème en rapport avec la rareté du manioc, alors la quantité a diminué et le prix a augmenté. Et je veux savoir aussi les différentes difficultés que vous rencontrez pour trouver l'attiéké pour la revente. C'est difficile de trouver du manioc, et les producteurs de l'attiéké vont dans des zones très reculées pour chercher du manioc. Les cultivateurs dans notre région s'orientent plus vers les cultures industrielles, et du coup, la culture du manioc s'éteint petit à petit, et ce qui rend difficile l'accès à l'attiéké. Merci maman pour ces belles réponses. Ça nous hydrate de la soif de savoir et vraiment on va aller encore plus loin pour en savoir plus sur le problème lié à l'attiéké. Il y a un autre phénomène, c'est l'augmentation du prix et la diminution de la quantité. Donc si vous êtes consommateur de l'attiéké, alors vous comprendrez. Bonjour madame. On est là pour un reportage sur l'attiéké afin de comprendre les difficultés que vous rencontrez dans la vente de l'attiéké. Parce que ces derniers temps, on a constaté une pénurie sur l'attiéké et c'est un peu compliqué parce que l'attiéké aujourd'hui, c'est la nourriture de base des Ivoiriens. Et quand il y a un souci d'attiéké sur le marché, alors ça crée des complications. Donc on veut savoir. Et pour ça, on a quelques questions qu'on aimerait bien vous poser. J'aimerais bien savoir comment expliquez-vous l'augmentation du prix de la boule d'attiéké alors que la quantité diminue? Parce qu'on pense ça cher. C'est pourquoi on augmente les prix. Parce qu'il n'y en a pas. Quand on s'en va, le lieu de prendre... Maintenant, les parents de leurs soeurs font attiéké au village. Ils sont obligés de rentrer parce qu'il n'y en a pas. Ils sont obligés de rentrer au village pour prendre attiéké pour venir nous revendre. Le prix qu'on prenait avant, ce n'est pas la même chose. Et puis, il n'y a pas manioc. Ça fait
Attiqué est devenu plus cher. C'est devenu plus cher. Quand on vient ici, ils sont venus pour revendre. On est obligé d'augmenter le prix aussi pour avoir un peu dessus. C'est pourquoi on fait ça cher. Selon vous, pourquoi le prix de 2 boules d'attiqué est parfois plus élevé que celui d'un kilo de riz? Alors que la remarque est claire, 1 kilo de riz peut nourrir 6 personnes. Alors que 2 boules d'attiqué qui coûtent beaucoup plus cher ne peuvent même pas nourrir 2 personnes. La vie de la Côte d'Ivoire, c'est l'attiqué que tout le monde mange. Mais le manioc est devenu plus cher. Le riz 1 kilo peut rassasier au moins 3 personnes, 4 personnes. Mais l'attiqué, c'est ce que nos enfants mangent. Mais le prix est augmenté, c'est qu'on va chercher, c'est pour comment on va faire. Et puis le prix puisse diminuer pour qu'on puisse avoir, pour que le prix puisse changer, pour devenir comme avant. C'est ce qu'on cherche. Mais comment vous expliquez l'augmentation du prix de l'attiqué? Parce que le manioc est cher. Ça fait on n'arrive pas à s'en sortir. C'est difficile même. On veut que ceux qui sont au devant des choses, qu'ils puissent venir à nos secours. Avez-vous constaté un changement dans la qualité de l'attiqué que vous vendez ces derniers temps? En tout cas, oui, effectivement, il y a des changements. Parce que maintenant, attiqué là, ce n'est pas la vraie qualité qu'avant les femmes préparaient pour nous donner. Aujourd'hui, attiqué est devenu autre chose. Quand ceux qui ont un peu de manioc, ils veulent faire rapidement pour envoyer. Parce que ça manque. On ne gagne même pas. On se lève des fois à 4h, 5h, on s'en va à la gare pour chercher. Parce qu'il n'y en a pas. C'est pourquoi il n'y a plus de qualité. Comme avant, les parents prenaient leur temps. Parce qu'avant, il y avait manioc. Ça fait les gens prenaient leur temps pour préparer attiqué. Mais aujourd'hui, là, les gens ne préparent pas. Ils ne prennent pas leur temps pour faire ça bien. Mais est-ce que la qualité de l'attiqué influence vraiment la demande de la clientèle? Oui, oui. Donc les clients se plaignent un peu de la qualité? Oui, les clients se plaignent beaucoup de la qualité. Moi, j'ai l'habitude de vendre en bonne qualité. Mais aujourd'hui, à cause du manque d'attiqué, je suis obligé, des fois, je m'avais payé ce que je n'ai pas envie de payer. Parce que ce que tu trouves, des fois, on n'arrive même pas avant, on regardait dans les sacs pour voir ce qui est bon. Maintenant, aujourd'hui, là, on n'arrive même pas à regarder ce qui est dans les sacs. Tu soulèves pour venir. Quand tu viens que ce n'est pas bon, tu es obligé de vendre. Parce que c'est cher. Tu ne peux pas payer à ticket 50 000, tu vas verser. Tu es obligé de vendre ça à les clients. Mais malgré la pénurie, là, comment vous vous arrangez à avoir de l'attiqué pour répondre à la demande? C'est difficile. Les gens s'en vont partout, même dans d'autres villes, même pour aller chercher le manioc pour venir faire attiqué. Parce que c'est ce qui nous nourrit. Sauf à Dabou, ici, c'est ce qui même qui nous nourrit. Sans attiqué, là, le jour même, attiqué peut venir au moins même 100 sacs à Dabou. Ça ne suffit même pas. Ça dit quand ils sont obligés, les dames sont obligées de rentrer partout pour chercher, mais il n'y en a pas. C'est difficile. Merci pour ces réponses. Donc vous avez constaté, c'est clair, hein, elle a des difficultés, chacun a des difficultés. Aujourd'hui on mange l'attiqué, on est content, on est rassasié, mais aussi il faut comprendre les vraies difficultés qui sont derrière l'attiqué. On continue notre enquête, on ira un peu plus loin pour comprendre réellement les causes profondes de ces problèmes liés à la vente ou à la production de l'attiqué. Merci madame. Toujours en quête de savoir, il y a quand même des femmes qui, malgré les difficultés, s'arrangent à avoir toujours de l'attiqué pour vendre. Ce n'est pas toujours facile, mais elles s'arrangent quand même à avoir de l'attiqué pour la commercialisation. Bonjour madame. Depuis ces derniers temps, on a remarqué que les vendeuses d'attiqué ont des difficultés pour avoir de l'attiqué. Et je veux savoir, vous personnellement, est-ce que vous avez des relations privilégiées avec les grossistes ou avec des productrices d'attiqué? Je n'ai aucune relation privilégiée avec des fournisseurs. Je m'arrange à avoir de l'argent pour l'achat. Ces temps-ci, il y a un souci de matières premières et les fournisseurs n'arrivent pas à satisfaire à ma demande. Ils me fournissent la moitié de ce que je demande et je fais avec. Donc vous voyez que ce n'est pas facile. Même quand c'est garanti, la quantité n'est pas toujours acceptable, mais elle est obligée de le faire avec. C'est quand même compliqué. Est-ce que vous pensez que la rareté de l'attiqué est liée à des problèmes de production ou bien de transport ou s'il y a autre chose qui fait que l'attiqué devient de plus en plus rare? L'attiqué est rare parce que l'accès au manioc est difficile. Et aussi le transport est élevé parce que les routes sont pas bonnes. Est-ce que la hausse des prix fait que les clients achètent moins ou est-ce que cela n'a pas d'impact sur la quantité vendue? Effectivement, ça a un impact sur la clientèle. Ils se plaignent du coût élevé et la baisse de la quantité.
Certains même se fâchent contre nous, pourtant ce n'est pas de notre faute. D'accord, donc comment est-ce qu'ils réagissent, les clients? Face à l'augmentation des prix, les clients se plaignent ou bien ils changent leurs habitudes alimentaires ou ils cherchent des alternatives moins chères ailleurs. Ah, client là, il peut blaire mais bébé tchana moi le coréen, bébé tchana misaka. Justement, ils font ce qui est bon pour eux. Soit ils achètent peu, soit ils préfèrent acheter autre chose. Maintenant, est-ce que vous ajustez quelquefois vos prix? Vous proposez des promotions ou vous modifiez la quantité vendue par boule d'Atchéké pour s'adapter à la demande? Je vends en fonction de mon prix de revient. Pour maintenir la clientèle, je suis obligée souvent de faire des cadeaux aux clients. Ça ne m'arrange pas, mais je préfère ça que de perdre des clients. Donc comment vous faites maintenant dans ce cas-là pour garder la clientèle malgré la hausse des prix? Quand les clients arrivent, je les maintiens. Comme je le disais, je préfère donner que de perdre. Vous avez suivi comme moi, hein, c'est pas facile. On mange l'atchéké, on l'adore. Il y a plusieurs qualités. Atchéké rouge, atchéké simple comme ça avec du sel, atchéké avec tous les formats, ça existe. Mais ne pensez pas que manger atchéké se limite qu'à là. Il y a vraiment beaucoup de difficultés avant même que ça n'arrive dans vos assiettes. Les vendeuses d'atchéké témoignent d'une pénurie croissante d'atchéké qui complique leur approvisionnement et fait grimper les prix, parfois au-delà de ceux du riz, alors que la quantité servie diminue. Cette rareté affecte leur commerce et la satisfaction des clients. Pour mieux comprendre les causes de cette situation, il est essentiel d'aller à la rencontre des productrices d'atchéké qui jouent un rôle clé dans la fabrication artisanale du plat. Leur témoignage permettra de révéler les difficultés rencontrées à la source et d'identifier des solutions pour préserver cette spécialité ivoirienne. Là, en ce moment précis, je me retrouve dans l'une des zones où est produit l'atchéké. On a plein de mamans ici présentes qui vont nous expliquer en détail les différentes difficultés qu'elles rencontrent. Bonjour les mamans, nous sommes là dans le cadre d'un reportage pour comprendre un peu comment vous faites l'atchéké, comment est-ce que vous subissez vos difficultés. Et dans ce sens-là, on a quelques questions à vous poser. Alors donc, j'aimerais savoir depuis combien de temps vous produisez l'atchéké? Ça fait plus de 20 ans que je produis de l'atchéké. Pouvez-vous me décrire votre méthode de production et les étapes principales que vous réalisez vous-même? Je commence par la préparation du ferment. Ensuite, j'épluche les maniocs et je les découpe en morceaux. Je les broie à la machine et je laisse reposer quelque temps. Ensuite, j'extrais le jus et j'expose ensuite la semoule au soleil. Je filtre pour retirer les particules de noyau du manioc. Maintenant, je veux savoir quelles sont les différentes difficultés que vous rencontrez dans la production artisanale de l'atchéké. Les difficultés que je rencontre sont liées à l'argent. D'abord, je fais en fonction de ce que j'ai, et c'est peu par rapport à la demande et le bénéfice est peu. En plus, il n'y a pas de manioc et pour en trouver, il faut aller très loin. C'est dur mais je le fais parce que c'est ce qui me donne à manger. C'est le manioc qui est la matière première pour la production de l'atchéké. Mais est-ce que le manioc là, vous pouvez facilement avoir ça à tout moment quand vous en avez besoin? Le manioc est devenu une denrée rare. On doit aller très loin pour en avoir et c'est pas toujours à des prix abordables. Donc comme vous l'avez suivi, c'est extrêmement difficile de se procurer de la matière première. Parce qu'elles vont d'abord le chercher très loin et à des prix exorbitants. Certains endroits sont inaccessibles. Les routes sont impraticables. Mais elles font avec parce que c'est leurs activités de base. Et elles le font parce que c'est aussi une passion. En plus d'être une passion, il faut bien penser aussi que ça doit nourrir la famille. L'atchéké quand on mange en ville, comprenez comment c'est compliqué de le produire. Comment vous vous arrangez pour la fermentation du manioc avant la production de l'atchéké? Tout part de la maîtrise. Le plus important, c'est l'hygiène et il faut connaître la quantité du dosage équivalent au manioc. Vous voyez que c'est passionnant, la production de l'atchéké. C'est intéressant d'écouter ces femmes parler, mais il faut être sur le terrain souvent pour comprendre que ce qu'on arrive à manger, c'est quand même difficile
de le concevoir. Mais on continue quand même pour écouter certaines femmes qui vont nous expliquer des difficultés qu'elles rencontrent dans la production de la tchéké. Ici, vous voyez ces maniocs découpés en menus morceaux. C'est l'une des étapes pour la production de la tchéké. C'est une des étapes cruciales. C'est par ici que commence la production de la tchéké. Après avoir épluché les maniocs, il faut les découper en menus morceaux avant de passer à l'étape suivante. Donc on a une mémé ici qui est dotée de savoir ancestral qui va nous expliquer certaines réalités aussi qu'elles subissent dans la production de la tchéké. Bonjour maman. Je veux savoir, pour la production de la tchéké, est-ce que vous sous-traitez avec d'autres personnes ou vous faites tout du commencement jusqu'à la fin? Parce que j'ai constaté que pour la production de la tchéké, c'est une étape qui est très longue. Il faut venir avec le manioc du champ, il faut tailler, il faut couper en menus morceaux, il faut ensuite envoyer à la machine, il faut extraire l'eau, c'est long. Est-ce que vous faites tout ça jusqu'à la fabrication de la tchéké ou vous sous-traitez avec d'autres personnes? Je fais tout toute seule. Ok, donc vous avez suivi. Aussi âgée qu'elle soit, elle fait le travail du commencement jusqu'à la fin. Ce qui mérite beaucoup d'encouragement de votre part. Ok maman, vous êtes maman, vous êtes mémé. Ce qui veut dire que vous avez des tâches ménagères. Est-ce que le travail de la tchéké influe avec vos différentes activités de la maison? C'est notre métier et on sait bien s'y prendre pour éviter les perturbations entre les tâches. Donc vous voyez, la tchéké, quand on mange, c'est doux, c'est bon. On aime le garba, on aime la tchéké huilée, on aime la tchéké avec le requin. C'est bien doux. Mais aussi, sachez que celles qui font la tchéké aussi ont des tâches ménagères. Malgré leurs tâches ménagères, elles arrivent quand même à gérer leur emploi du temps de sorte à nous produire de la tchéké. Depuis, vous faites la tchéké là. Est-ce que ces derniers temps, vous avez constaté un changement au niveau de la qualité et la quantité de tchéké que vous produisez? Effectivement, j'ai constaté un changement de la qualité parce que chacun a sa façon propre de faire. Chacun dans sa cuisine fait en sa façon. Donc vous voyez, on a beau manger 2 sauces graines, les 2 sauces n'auront pas le même goût. Chaque femme qui fait sa sauce a sa façon personnelle à elle de faire sa sauce. À la base, on va appeler ça sauce graine. Mais quand on va manger, il y a un goût différent. Maintenant, pour la quantité d'atchéké que vous produisez là, c'est lié au manque de manioc ou c'est de façon personnelle, vous avez décidé de faire en petite quantité, en quantité moyenne ou en grande quantité? Avant l'arrivée des broyeuses, on était très limité. Aujourd'hui, on arrive à faire beaucoup plus qu'avant. Vous voyez que c'est aussi important d'industrialiser ce qu'on fait à la base. Industrialiser dans quel sens? Elle a dit, avant l'arrivée des broyeuses, c'était quand même difficile de produire en quantité. Mais depuis l'arrivée de ces machines-là, elles arrivent quand même à produire en quantité. On veut savoir les principaux facteurs qui rendent difficile la production de la tchéké. Pour procéder à la cuisson, il faut du monde et quand on est seul, c'est extrêmement difficile. Ce qui rend compliqué la cuisson de la tchéké. La difficulté de production est aussi liée aux questions de financement. Quand on va chercher le manioc, on l'achète en fonction de notre argent. Aujourd'hui, là, s'il y a le financement, est-ce que vous avez la possibilité de fournir la quantité d'atchéké selon la demande? Il n'y a pas de problème. S'il y a financement, il n'y a pas de problème. Il peut y avoir financement, mais le problème reste toujours la matière première qui est le manioc. S'il y a le financement, qu'il n'y a pas de manioc à ce niveau-là, comment est-ce que vous vous prenez? On s'arrange à trouver le manioc et on va avec des jeunes du village à qui on paye de l'argent et qui déterrent le manioc pour nous. Donc vous voyez que petit à petit, les problèmes sont en train de s'afficher. Au départ, on pensait que c'était une décision pour elle de ne pas produire en quantité la tchéké. Mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de difficultés qui font qu'elle ne produise pas en quantité. Et la base de ce problème, c'est le financement. Si elle a 100 000 francs,
elle peut produire à Tchéké 100 000 francs par jour. Et on ne va pas manquer d'Atchéké. Tant qu'il y a le financement, il y aura toujours l'Atchéké sur le marché. Les différents problèmes que vous rencontrez au stockage et à la conservation de l'Atchéké. On n'a pas d'endroit de stockage et on trouve d'abord le client pour notre production, avant même de commencer la préparation de l'Atchéké. Donc vous voyez que la production de l'Atchéké, c'est quand même un chemin qui est long et qui demande aussi de la patience. Quand on est patient, on a toujours de bons résultats. Et la meilleure des choses pour elle, avant même la cuisson de l'Atchéké, il faut d'abord avoir quelqu'un qui va venir prendre l'Atchéké et ensuite aller avec l'Atchéké sur le marché. Et vous le savez bien, on aime bien l'Atchéké quand il est chaud parce que ça permet de bien faire le mélange avec certains ingrédients. On va interroger d'autres personnes qui vont aussi nous expliquer des difficultés et vous verrez qu'à la base, il y a un problème qu'elles ont en commun. Problème de manioc. Ici, on en a parlé. De l'autre côté, elles ont aussi souligné ce problème-là. L'accessibilité à la matière première, c'est là le problème. Et aussi le problème de financement. S'il y a le financement, je crois bien qu'on n'aura pas de rupture en approvisionnement en Atchéké. Donc comme vous pouvez le constater derrière moi, il est l'un des maillons principaux de la production de l'Atchéké. Il ne faut pas le négliger. Donc vous voyez la machine qu'il a, c'est sa broyeuse. Avant, ils avaient une maisonnette où ils avaient installé la machine. Donc là, tous les villages devaient se déplacer jusqu'à leur niveau pour pouvoir pétrir leur manioc. Mais aujourd'hui, il a trouvé une stratégie, c'est de monter la broyeuse sur cette moto-là et se déplacer. Donc ça, c'est sa stratégie. Et sachez aussi que c'est un élément très indispensable à la production de l'Atchéké. Il est là, on va lui poser quelques questions. Je veux savoir à qui est-ce qu'appartient la machine et l'engin. À vous ou c'est à titre coopératif? La machine n'est pas à titre coopératif, c'est privé. Néanmoins, c'est un investisseur qui me l'a confié afin d'aider les femmes. Est-ce que tu arrives quand même à t'en sortir dans le courant de la journée? Les gains journaliers ne me permettent pas de réaliser grandes choses, mais me permettent d'avoir quand même de quoi me nourrir. Mais est-ce que tu souhaiterais vraiment recevoir aussi de l'aide pour améliorer ton travail? Ce travail, c'est normalement pour aider les femmes. Et vu que c'est un investissement privé et que je dois verser des recettes, alors le coût est un peu élevé. Si les autorités pouvaient se pencher sur cette situation en nous offrant des engins, ça pourrait bien aider à non seulement réduire les coûts, et en plus faire plus de travail pour les jeunes du village. Est-ce que tu arrives quand même à avoir toujours de quoi travailler? Parce qu'il faut du manioc pour travailler. S'il n'y a pas de manioc, tu n'arrives pas à travailler. C'est vraiment pas facile d'avoir du manioc pour travailler. Vous voyez même qu'on est obligé de planter des maniocs en plein milieu du village. Bonjour maman. Bonjour mon fils. On est là dans le cadre d'un reportage pour comprendre un peu vos différentes difficultés dans la production de l'Atchéké. Nous qui sommes en ville, on a tendance à manquer d'Atchéké. Donc je fais ça pour voir énumérer vos différentes difficultés et voir dans quelle mesure on peut faire quelque chose pour que les choses s'améliorent. Je veux savoir, comment est-ce que vous arrivez à commercialiser vos productions? Il y a des clients qui viennent d'Abidjan pour acheter. Ici aussi, il y a des gens qui achètent pour revendre au marché du village. Mais est-ce qu'au niveau du transport, vous avez des difficultés aussi? C'est compliqué. On gagne très peu de bénéfices et c'est ce qui rend difficile le transport de l'Atchéké. Avoir même l'Atchéké pour sa propre consommation, c'est devenu difficile. Donc à ce niveau, on comprend que le problème n'est pas seulement lié au transport de l'Atchéké, mais la matière première. Parce que les champs sont éloignés et une fois la production, il faut transporter le manioc du champ jusqu'à la maison. Et à ce niveau, il y a problème parce que il arrive souvent que les transporteurs quand même arrivent avec la marchandise, mais elles n'ont pas de quoi payer le transport. Et il faut qu'elles produisent l'Atchéké, vendent et ensuite payer les transporteurs. Il y en a qui acceptent, mais il y en a qui ne sont pas réglo. Donc c'est compliqué.
À ce niveau, elles ont besoin aussi de soutien pour pouvoir transporter la matière première depuis le champ jusqu'à la maison. Quelle innovation souhaiterez-vous pour améliorer la production de la tchéké? On a besoin de financement pour améliorer nos conditions de production d'atchéké. L'accès au manioc est très difficile, et même quand on en trouve, le coût est très élevé. Donc vous voyez que la base, c'est le financement. Toutes les femmes qu'on a rencontrées expliquent le même problème. Sinon, le manioc, on peut en avoir. Bien vrai que les terrains ont été utilisés pour les cultures industrielles, mais le manioc, on peut en avoir, mais c'est très éloigné. Et le problème, c'est toujours le financement. Selon vous, quelles sont les causes principales de la rareté de la tchéké sur le marché? La tchéké est devenue rare parce qu'on ne trouve pas de manioc, et même quand on en trouve, c'est extrêmement éloigné du village. Ce peu de manioc que vous voyez m'a coûté cher mais ne peut pas produire beaucoup d'atchéké. Mais aussi, on constate que le manioc est utilisé pour plusieurs transformations. On a ceux qui aiment le gari, il y a ceux qui aiment le plakali, et il y a aussi ceux qui aiment la tchéké. Donc avec le manioc seul, on peut faire beaucoup de choses à la fois. L'amidon, la farine. Mais est-ce que ça aussi, là, ce n'est pas un problème lié à la quantité de manioc nécessaire pour la production d'atchéké? Le problème, c'est le manioc. Tant qu'il n'y en a pas de disponible, on ne peut rien produire de tout ce que vous avez cité. Donc la base, c'est le manioc. Voilà, vous comprenez que le problème n'est pas si profond que ça. On connaît le problème. Le problème, c'est souvent quand on ne connaît pas le problème qui est le problème. Mais là, on connaît le problème. Et quand on connaît le problème, alors c'est facile de trouver la solution. Après notre entretien avec les productrices d'atchéké, il est clair que leur travail est confronté à plusieurs obstacles majeurs. Elles doivent faire face à des difficultés d'approvisionnement en manioc, à des contraintes techniques liées à la fermentation et au stockage, ainsi qu'à des problèmes dans la commercialisation de leurs produits. Ces facteurs limitent leur capacité à produire régulièrement de l'atchéké de qualité, ce qui contribue à la raréfaction du produit sur le marché. Pour aller plus loin et comprendre les causes profondes de cette situation, nous allons maintenant nous tourner vers les cultivateurs de manioc. Ces derniers nous expliqueront les défis qu'ils rencontrent dans la culture, notamment la disponibilité de parcelles agricoles, les conditions climatiques et les choix de culture. Leur témoignage est essentiel pour saisir l'ensemble des enjeux qui pèsent sur la filière manioc-atchéké et envisager des solutions durables. Donc comme vous voyez ici, je suis en face d'un cultivateur qui va nous donner son point de vue aussi sur la culture du manioc. Bonjour monsieur. Je voudrais savoir depuis combien de temps vous pratiquez la culture du manioc? Ça date de plus de 15 ans. Pour la culture du manioc, quel hectare consacrez-vous pour une culture appropriée? On peut commencer avec 5 hectares, mais tout dépend des moyens. Donc chacun produit selon ses capacités, selon ses moyens. Est-ce que vous rencontrez souvent des difficultés pour accéder à des parcelles pour la culture du manioc? C'est extrêmement difficile au point où nous sommes obligés de le faire dans la savane avec le peu de terre cultivable. Donc ce qui a occupé les terres, c'est la présence des cultures industrielles comme le palmier à huile, l'hévéa, le cacao. C'est tout ça aussi ou bien ça n'a rien à voir avec le vrai problème même de terre ici? C'est justement ce que vous dites. Les cultures industrielles ont occupé la plupart des terres cultivables. Donc comme vous avez suivi, les cultures industrielles sont aussi un facteur. Aujourd'hui, les gens ont utilisé les parcelles pour les cultures industrielles comme le palmier à huile, l'hévéa, le café, le cacao, surtout l'hévéa. Est-ce que dans votre région, la demande en manioc est vraiment forte? Oui, la demande est très forte. Pour le transport, comment est-ce que ça se passe? Vu que vous êtes éloigné carrément de la ville ou du village, comment est-ce que ça se passe avec les femmes qui viennent chercher le manioc? Elles le chargent sur la tête ou bien il y a des moyens de transport pour transporter le manioc? Parce qu'on a remarqué aussi que les routes sont vraiment impraticables. Mais comment vous vous arrangez à transporter votre manioc du champ jusqu'au village?
Concernant le transport, les acheteurs louent des motos tricycles qui transportent le manioc. Moi, je ne fais que vendre mes récoltes. Et c'est à eux de s'occuper du transport. Est-ce qu'il y a d'autres cultures qui ont aussi occupé des parcelles à part les cultures industrielles? Il n'y a pas que le manioc qu'on peut cultiver, il y a le maïs, il y a l'arachide. Ici, notre activité, c'est le manioc. Et en plus de ça, on peut faire d'autres cultures à l'intérieur comme des maïs par exemple. D'accord, vous l'avez entendu. Ici, leur activité principale, c'est la tchéké. Et pour produire la tchéké, il faut bien la matière première qui est le manioc. Donc la plupart des terres sont utilisées pour le manioc. En plus du manioc, ils peuvent mettre entre les pieds des grains de maïs ou bien faire de l'arachide. Et forcément, il y a un qui va prendre. Si le manioc ne réussit pas, le maïs va réussir. Ils ont toujours une alternative. Mais les terres agricoles deviennent de plus en plus rares. Ce qui fait qu'ils sont obligés d'aller très loin pour avoir des terres agricoles. Parce qu'aux alentours même du village, il n'y a que des plantations d'EVA qui bordent le village. Là, on se retrouve dans un autre champ. Je pourrais dire à plus d'une vingtaine de kilomètres de la route principale. On a dû marcher, on a dû traverser des forêts pour arriver ici. Ce qui montre bien que c'est très difficile l'accès à certaines parcelles. Et quand il y a le manioc même qui est produit ici, faire sortir le manioc, atteindre le village, c'est très compliqué parce que je suis témoin de ça. J'ai vécu la galère qu'ils subissent ici. Vous voyez que je suis mouillé, il pleut, mais je suis là quand même parce que je suis déterminé à mettre en lumière les différentes difficultés que rencontrent les paysans. Vous voyez le brave paysan qui est en train de débroussailler. On va lui poser quelques questions afin qu'il puisse nous dire aussi les difficultés qu'il rencontre ici. Bonsoir monsieur. D'abord je veux savoir les principaux défis liés à la préparation et à l'entretien des parcelles pour le manioc. Pour commencer, il faut d'abord défricher la forêt. Le premier défi se situe à ce niveau car il faut le faire manuellement par manque de moyens et on est limité dans le choix de superficie. Mais est-ce qu'il y a d'autres techniques pour permettre le nettoyage plus rapide? Effectivement, il existe des moyens techniques plus efficaces. Ceux qui utilisent ces moyens sont ceux qui en ont la capacité. Je n'ai pas de moyens pour ça et je le fais manuellement, mais c'est très épuisant. Donc vous suivez comme moi, c'est un peu compliqué. Parce qu'il y a des gens, comme il le dit, qui ont de l'argent, qui ont des moyens, qui quand même arrivent à avoir des tracteurs pour nettoyer leurs champs. Mais le plus souvent, c'est ceux qui font des plantations industrielles. Comment est-ce que les conditions climatiques récentes affectent vos récoltes? En saison de pluie, on est confronté à plusieurs défis. Après le défrichage, il faut brûler les herbes mortes, mais c'est difficile quand il pleut beaucoup. La saison sèche peut avoir un impact direct sur les cultures si la terre n'est pas assez fertile. Est-ce que vous utilisez des techniques spécifiques pour améliorer la production du manioc? Effectivement, il y en a qui utilisent de l'engrais quand la terre n'est pas fertile, mais à mon niveau, je n'ai pas ce problème car ici la terre est très fertile. Et la question suivante, c'est de savoir, est-ce que vous avez un accès facile aux semences pour faire le manioc? L'accès aux semences n'est pas aussi difficile que ça. On peut en avoir avec des voisins cultivateurs qui retirent leur manioc. Quand on est très éloigné, c'est un peu difficile d'en avoir. Donc aujourd'hui, s'il y a le financement, vous pouvez faire un champ à votre convenance. Pas un petit champ en tout cas, un vaste champ qui puisse avoir beaucoup de fruits à alimenter le village. Bien sûr, c'est un fait. S'il y a un financement, je peux faire un vaste champ de manioc sans trop de difficultés. Donc vous voyez qu'ils ont un problème en commun, le financement. Ici, il y a tellement de terres cultivables, il y a tellement de parcelles ici, mais les gens ont besoin de soutien pour exploiter ces terres-là. Quand il n'y a pas de soutien, alors ils sont livrés à eux-mêmes. Aujourd'hui, avoir les semences d'EVA pour faire l'EVA-culture, c'est pas compliqué. Avoir les semences du palmier à huile, c'est pas aussi compliqué. On peut les avoir facilement à l'institution. Mais pour ce qui concerne l'EVA, on peut avoir ça partout. Donc, ça devient compliqué. Ils n'ont pas de moyens pour exploiter leurs parcelles. Et ce qui pousse certains à faire l'EVA-culture. Alors, on a quand même pu avoir des avis. Vous avez vu ce qui rend un peu compliqué la production de la tchéké. Et on espère avoir vraiment une solution convenable pour perdurer la fabrication de la tchéké, afin d'avoir toujours à manger.
Alors là, c'est quand même intéressant parce qu'il faut savoir ce qui se passe afin de porter des jugements. Aujourd'hui, je sais que la plupart d'entre vous sauront un peu les difficultés que subissent les gens pendant la production de la tchéké. On a encore quelqu'un ici à qui on va poser des questions. On va entendre aussi ses réponses. Bonsoir monsieur. On est là dans le cadre d'un reportage, histoire de comprendre un peu les difficultés avant, pendant et après la production de la tchéké. Et comme vous êtes un maillon principal aussi de la chaîne, alors il faut que vous donniez aussi votre avis sur les différentes difficultés. Est-ce qu'il arrive souvent que vous ayez des problèmes aux ravageurs qui viennent détruire vos plants, les bactéries ou même des animaux nocturnes qui viennent détruire vos plants? Est-ce que vous avez ce genre de problème-là? À ma connaissance, le manioc n'a pas de maladie particulière. Par contre, les rongeurs détruisent les cultures. Donnez-nous un peu une estimation de coût de production du manioc, par exemple 1 hectare ou demi-hectare, la main-d'œuvre, surtout coût de matériel, tout ça, essayez d'énumérer un peu. Pour faire 1 hectare par exemple, il n'y a pas de coût fixe. Il y a par contre plusieurs configurations à considérer. Mais est-ce que c'est rentable pour vous, la culture du manioc, comparé à d'autres cultures? Parce qu'on constate qu'il y a plein de cultures ici et vous avez choisi le manioc. Le manioc me permet de faire des courses pour mes enfants à l'école et nourrir ma famille. Je m'en sors dans la culture du manioc quand j'ai des parcelles pour en cultiver. Mais vos clients, est-ce qu'ils utilisent le manioc pour la production de la tchéké ou ils l'utilisent à d'autres fins aussi? Chez nous au village, on cultive le manioc uniquement que pour faire de la tchéké. Est-ce que vous recevez souvent un soutien technique ou financier, formation, crédit, subvention pour la culture du manioc? Il n'y a jamais eu de subvention pour la culture du manioc ni de soutien technique. On se débrouille selon nos moyens et techniques. Mais selon vous, quelle solution pourrait améliorer la production du manioc dans votre région? Le monde a suffisamment évolué et il y a des moyens techniques plus efficaces pour préparer les champs et cultiver le manioc. Si on a ces machines, on ne manquera presque plus de manioc car tout serait mécanisé. La culture du manioc est difficile parce qu'on doit tout faire à la main et c'est extrêmement fatigant et c'est ce qui limite l'approvisionnement du marché en manioc. Donc vous avez suivi, c'est vraiment passionnant et c'est quand même intéressant de se retrouver ici au milieu de nulle part parce qu'on est entouré que de nature. Là, il a cité certains points. Comparé à ce qu'on a entendu auparavant, il y a quelque chose en commun, le financement. Et il faut que quelque chose soit fait afin d'avoir toujours de quoi nourrir la population ivoirienne et le monde entier. Parce que comme je le disais en introduction, la tchéké n'est pas appréciée que dans la Côte d'Ivoire. C'est apprécié bien au-delà de nos frontières, en Europe, en Amérique et même en Asie. Aujourd'hui, la Chine est le numéro 1 en termes de production d'atchéké. Mais qu'est-ce qui fait ce problème? L'atchéké vient de chez nous. C'est nous qui avons, avec le savoir-faire ancestral des Adjoukrou, comme je le disais, ça a été fait ici. Mais aujourd'hui, les Chinois sont les numéro 1 mondial dans la production de l'atchéké. Il faut rectifier ce tir. Il faut régler ce problème. Parce qu'on ne peut pas détrôner la Côte d'Ivoire en termes de production d'atchéké. Malgré tous nos efforts, nous n'avons malheureusement pas pu obtenir un entretien avec le ministère de l'Agriculture pour mieux comprendre les actions mises en place afin de promouvoir la culture du manioc, base essentielle à la production de la tchéké. Ce manque d'éclairage officiel laisse un vide important dans notre enquête. Cependant, à travers les témoignages des vendeuses d'atchéké, des productrices et des cultivateurs de manioc, il est évident que cette filière rencontre de nombreuses difficultés. Pénurie de matières premières, accès limité aux parcelles agricoles, contraintes techniques, hausse des coûts et problèmes logistiques. Ces obstacles fragilisent la production et la disponibilité de ces plats emblématiques si chers au quotidien des Ivoiriens. Face à cette situation, nous lançons un appel aux investisseurs et financiers intéressés par le secteur agricole. La région de Dabo regorge de nombreuses parcelles agricoles très fertiles, malgré l'occupation partielle de certaines terres par les cultures industrielles. C'est une opportunité à saisir pour dynamiser la culture du manioc et soutenir ainsi la production locale d'atchéké. Nous invitons également le gouvernement et le ministère de l'Agriculture à intensifier leur soutien aux paysans en leur fournissant des équipements adaptés, en facilitant l'accès aux machines agricoles modernes et en encourageant l'industrialisation de la culture du manioc ainsi que la transformation artisanale en atchéké. Ces mesures sont indispensables pour garantir la pérennité de cette filière, renforcer la sécurité alimentaire et préserver un patrimoine culinaire ivoirien unique. L'avenir de l'atchéké dépend de la mobilisation de tous, acteurs publics, privés et communautaires,
pour faire renaître ce trésor de notre culture et assurer son accès à toutes les générations.